rivière et il n'y a pas d'absolu. Hein? On n'est jamais dans l'absolu. Donc, chaque canot qu'on va trouver sur le marché nous offre des possibilités, nous offre des formes. Puis la question qu'on a à se poser, c'est qu'est-ce qu'on va faire? Pourquoi on achète le canot? Ça peut même aller juste, c'est quoi notre poids corporel? C'est quoi notre souplesse? Il y a tout ça rentre en ligne de compte. Un bon canot pour moi, je suis au-dessus de 200 livres. Donc, c'est sûr que le canot que je vais choisir doit en tenir compte. Il y a des parce qu'il y a des canots qui sont faits pour pagayer plus léger. Exemple, le Edge. Ben, j'ai essayé un Edge la semaine passée, puis j'étais extrêmement malheureux, l'eau est froide. Par contre, il y a des canots. Donc, si vous avez à choisir un canot, partez sur le principe que tous les canots vous donnent une possibilité, puis qu'il n'y a pas de mauvais canot. C'est un peu bête de le dire comme ça, non? Par contre, votre canot, déjà, il faut bien le choisir en fonction de ce qu'on fait. Si on regarde le canot qui est ici là, c'est un canot que j'ai monté pour faire du solo, mais avec bagage. Donc, un canot qui me donne plus de volume. J'ai transformé un Vertigix pour me donner du volume, pour être capable de faire de l'expédition. Alors que quand je fais de la rivière, je vais avoir la rivière à la journée. Je vais changer de canot. Donc, ces critères-là doivent faire partie du choix de votre canot. Après, il va y avoir des canots à fond rond, des canots où le bouchin est rond ou le bouchin est carré. Déjà, au niveau de votre gîte, ça va être différent. Le bouchin carré, exemple, comme le Detonator ou le Nitro ou le Zephyr. C'est quoi le bouchin? Hein? Pardon? C'est quoi le bouchin? Le bouchin, c'est la partie ici. Cette partie-là. La partie ronde là, qui fait la jonction entre le côté du canot et le dessous du canot. Cette partie-là, on peut le trouver bouchon rond ou carré. Carré me donne un canotage plus agressif. Ça veut dire que je vais être capable de faire des arrêts en contre-gîte pour mordre davantage. Alors que le bouchon rond, il me donne une gîte plus souple. Et la mode, présentement, est en train de changer. On a sorti d'une époque où on avait des bouchons plus ronds. On était vers des bouchons plus carrés, comme le Nitro, le Detonator et le Zephyr. Puis là, je sais que ça revient. Je regarde, j'ai croisé un ami sur la Haute-Vienne. Il pagayait un nouveau canot par une compagnie qui s'appelle Black Fly, mouche noire. Je ne la comprends pas, celle-là. C'est le nom de la compagnie. Le canot s'appelait le Concorde. Puis ils reviennent à des canots plus longs, à bouchin rond, comme je pagayais il y a 20 ans, le H2O, le White Cell. Donc, c'est comme si ils ont été très loin vers des petits canots à bouchin très mordants et très performants, très réactifs. Là, je sais que Escape est en train de construire, penser à des modèles plus longs qui vont réallonger. Exemple, le Edge est un canot qui va se transformer en bouchin un peu plus rond et plus long. Ça s'en vient. Donc, si je reviens à l'essentiel, c'est quoi le meilleur canot pour moi? Ben là, vous allez décider comment écoutez, vous êtes tout jeune, dans la vingtaine, heureux et en forme, en train de boire une bière, puis vous voulez performer. Ça ne sera pas le même canot que quelqu'un rendu à 60 ans. Donc, et ça, c'est une réalité. Il faut la poser, la question. Puis après, ben, c'est une question de feeling. Il y a une question de feeling. Pierre, je vais te poser une autre question. Oui. Il y en a qui font de l'acquisition de canot, ils veulent faire du duo et non. Là, tu pars plus pour le solo, mais s'ils veulent faire du duo, il y a différentes formes de canot. Encore une fois, il n'y a pas de canot parfait, mais si tu veux faire plus du lac versus si tu veux faire plus d'eau vive, ça peut influencer le choix de ton canot. C'est clair. De toute façon, on l'a tous vécu. Hein? Il y a beaucoup de gens qui sont là, qui ont vécu la différence entre un prospecteur et un canyon. Ben, le canyon, il permet beaucoup de choses. Si on remonte en arrière, toutes les rapides qu'on fait, présentement, Madawaska, Petawawa, on les nomme, ben, c'est toutes des rivières qu'on faisait en Saint-Maurice, en canot ouvert en plexiglas. Okay? Donc, il y a moyen de toujours faire un rapide. Donc, le prospecteur peut très bien faire la job, sauf qu'on ne peut pas aborder la rivière de la même manière. Je ne peux pas descendre à la même place, puis ça, je l'ai vu à Madawaska la semaine passée. Il y en a qui ont choisi des lignes qui ne marchaient pas pour tous les canaux. Je pourrais même presque vous dire que ceux qui ont planté n'avaient pas le même canot que ceux qui ont réussi. Parce que quand on roulait en fibre de verre, c'est incroyable. On ne peut pas se permettre de prendre une goutte d'eau parce que le canot, il se brisait. Donc, ça va aussi loin que ça.
le choix de votre canot va vous permettre des choses ou ne va pas vous permettre des choses. Et pour ce que nous, on aime faire présentement, ben c'est sûr que le canyon, c'est lui qui nous donne le meilleur résultat. C'est lui qui va vous lever la vague. Je pense à Hélène, qui est devant moi, dans le centre de mon écran, qui avait... C'était quoi ton canot déjà? C'est un... Là, j'écoute Hélène. Hélène, c'est quoi le nom de ton canot? En fait, le prospecteur. Un prospecteur de quelle compagnie? Je ne sais pas. C'est pas mon canot. C'est pas le prospecteur d'esquif. Bref, son canot était tellement affilé que quand tu suivais la même ligne que les canyons, c'était à l'eau garantie. Et puis c'est ça que... C'est là que ça peut être déprimant parce que tu as un mauvais canot, tu ne sais pas que tu as un mauvais canot ou tu ne sais pas que ton canot ne te permet pas de faire la même chose que l'autre, puis là, tu plantes. Puis là, tu plantes. Ben, ça devient décourageant. Ça devient décourageant sur ta propre évaluation de ta propre capacité. Alors qu'en réalité, moi, en fin de semaine, Hélène, tu aurais été dans un canyon qui ne t'aurait pas chaviré. Par contre, en fonction du canot que tu avais, la ligne dans la grosse vague, on ne pouvait pas la prendre. Donc, si je réponds à ta question de en fonction du canot que vous faites, c'est sûr que quelqu'un qui. Je dis souvent le mot c'est sûr, hein, pourtant il n'y a jamais rien de sûr. À part le lait après 2 semaines dans le frigidaire. Lui, il est sûr. Et si on revient au canot, ben, le genre de canot qu'on aime faire dans le club Radisson, il est plus adapté au canyon. Si tu te retrouves avec un prospecteur, ben, vends-les. Ou, idéal pour faire, exemple, prospecteur, j'ai fait une expérience solo avec un prospecteur. Ça a été génial. Expédition avec un prospecteur, ça a été génial. Je fais du lac et du petit rapide. Le prospecteur fait le job. Il me donne de la vitesse sur le plat. Puis le canyon n'est pas si lent que ça qu'on pense sur le plat. Parce qu'il y a quand même 6 pouces de plus. Hein. Le canyon, il y a 16 de 6. Donc, puis le nez est large, il prend bien la vague, puis il n'est pas si lent que ça. As-tu une question? Non, je vais vous faire la présentation de la présidente du club qui vient saluer et encourager. Tout le monde de son bord, on applaudit la présidente. Bonjour Stéphanie, ça va bien? Non, ça va bien, merci. Elle voulait faire ça discrètement, mais c'est passé à côté. C'est moi qui vois, là. Je sais pas regarder. Je peux savoir tes trucs pour avancer le tour? Ah oui, bonne idée. J'aimerais ça. Faire une coupe de course. Il va falloir juste tu baisses ta valise, tu enlèves les 2 courroies. OK. Écoute, j'ai fait un survol rapide, OK? Mais il y aurait moyen de rentrer encore plus précis dans le choix de votre canot en fonction, OK, qui je suis, ma forme physique, mon poids, qu'est-ce que je veux faire comme rapide. Et c'est ce qui fait en sorte que c'est facile de se retrouver avec 1, 2, 3, 4 canots dans sa cour. Tu as combien de canots ici, Stéphane? 7. 7 canots! 7 canots dans... Et chaque canot a son utilité. Moi, je suis raisonnable, c'est aussi, je n'ai 3. Ben, il y avait juste 3 modèles qui venaient en bleu. En tout cas, ça, c'est un autre sujet. Tout ça pour dire, j'ai mon canot duo, j'ai mon canot de rivière petit pour faire de la journée, puis j'ai mon canot solo pour faire du week-end. Moi, ce que Y a-t-il des questions sur ce que j'ai dit? Là-dessus? Mais n'oubliez pas, là, tout le monde a son expérience ici. Là. Simon, viens nous parler de ton expérience dans ton Raven. Ah bon. Je vais dans mon Raven. Il y a rien devant la caméra. Il est devant l'autre caméra. Okay, bon, ben, mon expérience devant le Raven, moi, j'ai... On a un petit peu de bruit. Live. Mon expérience avec le Raven. Moi, j'ai voulu faire comme Pierre. J'ai vu Pierre avec un Raven. Je me suis dit, ah, Pierre, il va dans un Raven. C'est un bon canot. Je suis d'accord. Par contre, bon, je l'ai acheté. Il y avait une selle qui était déjà installée. J'ai essayé, je me suis assis dedans. J'ai essayé de voir. Je n'étais pas tout à fait confortable. J'ai acheté une nouvelle selle. J'ai essayé de balancer la selle avant-arrière un peu, comme on me l'a suggéré. J'ai pagayé quelques rivières avec. Puis j'ai toujours pas trouvé mon point d'équilibre personnellement dans le Raven. Je regardais d'autres personnes, par exemple, dans un ledge. Puis souvent, quand on voit ceux qui ont un bateau ledge, ils font du creaking, ils font des chutes, ils font des choses qui me semblent plus grosses. Je me suis dit, oh, ça, c'est un bateau vraiment d'expert. Puis ça doit être vraiment versant, ça doit être difficile pagayer sans chavirer avec un ledge.
J'ai essayé un ledge la semaine dernière, puis finalement, sur le coup, je me suis dit, wow, je trouve que l'équilibre est meilleur finalement, ou en tout cas, là, il faut faire la différence entre la stabilité primaire, secondaire. Je n'ai pas encore vraiment évalué c'était quoi la différence, mais ce que je sais, c'est que finalement, pour l'instant, dans le Raven, dans la manière où il est configuré, donc là, je n'ai pas encore mis une croix dessus, ça se peut qu'il faut que je monte le siège, peut-être que je le baisse, il y a des ajustements sûrement à faire. Il reste que pour l'instant, je ne suis toujours pas confortable dans le Raven. Peut-être que ce n'est pas le bateau pour moi, peut-être que je ne suis pas encore rendu là, ou peut-être qu'il est juste mal ajusté pour moi. C'est encore un work in progress. Mais voilà, mon expérience avec le Raven. Oui, puis ça va introduire quasiment le prochain sujet, bien que je n'ai pas fini le sujet précédent. Et le prochain sujet, c'est OK, tu es dans un canot, tu penses qu'il va t'aller. L'ajustement d'un canot peut faire une différence. Ou pas, comme je disais à Simon. Pour moi, il y a encore une possibilité que Simon, son ajustement peut être amélioré. Juste pour vous donner une idée de comment j'ai ajusté mon edge, je me suis mis à côté d'un rapide pendant une journée avec mes outils et ma colle. C'était le rapide à Bouchette parce qu'il y a une belle halte routière à Bouchette. On embarque sur l'eau, puis en dessous du pont, il y a un beau rapide où on peut faire des bacs. Donc, je faisais un bac, je revenais. Je positionnais ma chaîne, je montais mon banc, je changeais mes ancrages. J'essayais, je revenais. Écoutez, on a fait ça des heures et des heures. On était 2 personnes dans chacun notre Raven pour en arriver à dire, OK, là, j'ai l'ajustement. Donc, Simon, c'est exactement ce que je t'ai répondu. Persiste dans l'ajustement et il est fort possible qu'au bout de l'ajustement, tu dis ouais, c'est pas lui que j'aime. Un de mes canaux préférés ces temps-ci, et je trouve qu'il est un des meilleurs canaux pour femmes, drôle de sujet, c'est le Spark. J'en ai même pas un. Je l'ai acheté trop tard. Hein. Il y en avait 2 à vendre dans notre club, les 2 ont été vendus. Le Spark est un canot léger et très rapide. Un Raven est un canot qui va être le fun dans des trous. Et dans le genre de canot qu'on fait, où on est porté à faire des longs déplacements, des bacs avant, des lignes pour atteindre des corridors, le Spark est un canot rapide et léger. Donc pour moi, c'est un canot extraordinaire. Puis, après, c'est une question de mode. Hein. Des fois, il y en a un qui s'en achète un, ou tout le monde se met à s'acheter le même modèle. Donc, il y a des courants. Pierre, j'aurais peut-être une question pour toi, si tu permets, Pierre. J'aurais peut-être une question. Comme débutant, là, je me suis trouvé un canot usagé qui est un petit peu un paquebot. Là. C'est un Discovery 17. Et puis, je me demandais, qu'est-ce que ça a comme limite? Bon, ben, on peut mettre un chevreuil à l'intérieur. Là, tu peux transporter 1400 livres, il semble. Mais il y a sûrement, c'est en termes de manœuvrabilité dans les rapides, ça doit être plus limité. Le Discovery, je l'ai beaucoup utilisé. J'avais une auberge, puis j'avais des fleurs à la maison. Donc, je l'ai utilisé pour mettre de la terre et des fleurs. C'est à peu près ce que j'ai fait avec. OK. Et en plus, c'est vrai. Le Discovery n'est pas en ABS. Nos canaux en ABS ont besoin d'une rigidité pour répondre. Ça, c'est la force de nos embarcations. L'espèce de mélange du Royal X avec l'ABS nous donne une structure résistante. Ça veut dire que quand moi, j'offre ma fesse à un courant, je veux que mon canot réagisse et explose de l'autre côté. Quand je me retrouve avec un canot qui est mou, il ne fera pas. Il va écraser sa roche. Mais ils disent qu'il est fait en ABS. Le gars de qui je l'ai acheté, c'était une école de Elmer. Puis il disait qu'il est fait en ABS, puis celui à Sébastien est fait en Royal X. OK. L'espèce de crosslink qu'appelle le produit mou, c'est les Discovery. La compagnie Oldtown en a des canaux. Écoute, le Royal, l'ABX, en passant, c'est la même chose. Hein. C'est que ce plastique-là est composé de 3 couches. Il fait une espèce de sandwich dans lequel il y a de l'ABS et il y a du Royal X. Le matériau du Discovery en particulier, ça n'a aucun rapport. C'est l'espèce de. Il est très mou. Ce qui est génial de ton canot, c'est que tu vas cravater sur une roche, puis il n'y aura même pas de pli tellement il va reprendre sa forme. Où on perd beaucoup, donc c'est un canot qui peut prendre une bonne charge, mais où tu perds beaucoup, c'est. Un matin, en fin de semaine, c'est à Madawaska, j'ai fait une manœuvre que normalement, qui se fait très bien dans mon canyon. C'est-à-dire que quand il y a de l'eau qui va sur une roche, cette eau-là, elle explose et elle revient vers toi. Donc,
quand tu arrives, tu présentes ta fesse à cette roche-là, l'eau qui revient, normalement, te dégage et explose. Mais si le canot est mou, mettons que tu pagaies avec un vieux canot vert, que le fond est tellement mou là, que finalement, ben, tu n'as pas de réaction du canot. Ah, un autre élément qu'on n'avait pas parlé. Des fois, l'usure du canot, des canots trop vieux, ne vont pas répondre. Nous, pour faire le canot qu'on fait, du canot un petit peu plus performant, on a besoin d'un canot qui va réagir, qui va être solide, ce que ne te donne pas le Royal X. Tu n'auras jamais... Et ça serait facile à démontrer. Je te fais faire, exemple, une reprise dans un... N'importe. Prospecteur, Canyon, n'importe quel canon. Appalachian, que j'aime beaucoup, qui est fait par la même compagnie Discovery, les Old Town. Et tu ferais une espèce de reprise avec un courant très fort. Ben, avec un canot en ABS en bon état, tu vas avoir une explosion que tu n'auras pas avec le Discovery parce qu'il est trop mou. Il va terdre, il va absorber la force plutôt que de l'exploser. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question sur le Royal X. Par contre, moi, dans mon Royal X, là, comme le canot était rouge, je mettais des fleurs jaunes dedans. C'était vraiment bon. Ben écoute, je pense, Pierre, que comme premier investissement, je vais commencer avec ça, mais je pense que c'est pas mal clair que lorsque je vais être grand, là, ça va me prendre quelque chose de plus performant. Bien sûr. Ben, ce qu'on ne réalise pas, c'est que ça joue dans le plaisir de faire du canot. Quand tu as un canot qui t'envoie à l'eau à chaque rapide, ça joue dans ton plaisir de faire du canot. Ça joue dans la sécurité du groupe, d'être avec des gens qui ne réalisent pas qu'il y a un mauvais canot, tu regardes ça aller, il tombe. C'est comme un ensemble de facteurs qui finit par avoir un impact sur le groupe et un impact sur ton désir de faire du canot et ton plaisir de faire du canot. Donc, tout ce que je peux te conseiller, c'est que tu ne payes pas cher. Parce que dès que tu vas voir augmenter ton plaisir, tu vas avoir le goût d'aller vers une embarcation qui t'en donne davantage. OK, merci. Merci beaucoup, Pierre. Merci. Moi, ce que je vais rajouter là-dessus, Jean-François, c'est le choix du canot. C'est pas tant qu'il était mauvais, c'est que tu as beaucoup de limites. Et moi, je me rappelle l'initiation l'année dernière, on avait des canots loués, puis on avait des vieux scouts, on avait des canots donc, qui étaient sous la ligne. Comme on disait, il n'y avait pas beaucoup de girons au canot. Donc, il y avait des manœuvres que les gens étaient incapables de faire, surtout qu'ils étaient débutants, ils essayaient, ou toi, tu en faisais peut-être partie, je ne sais pas quel canot tu avais. Mais donc, ça joue beaucoup. Donc là, on a parlé du bouchin, là, qui est pour la stabilité primaire, mais tu as aussi le giron, qui est l'espèce de la forme de banane de ton canot, qui te permet de monter sur la vague ou de mordre. Et c'est là où tu peux avoir un gros impact. Donc, moi, je dirais, comme Pierre dit, c'est pas tant qu'il y a des mauvais canots, c'est que tes utilisations que tu pourras en faire vont être en fonction plus de ton canot. Donc, un canot comme ça serait parfait pour un lac, pour une expédition. La même chose pour ton Discovery. Tu peux mettre beaucoup de bagages, tu peux faire une bonne expédition, mais tu risques d'avoir moins de plaisir en rapide parce que là, il ne va pas répondre de la même façon. Puis tu pourras pas, il y a des manœuvres qui vont complètement t'échapper. Ou comme dans le cas du prospecteur, quand le volume de la rivière augmente, là, quand tu commences à faire du R2+, là, tu risques de prendre beaucoup d'eau aussi parce qu'il est beaucoup moins sec que ton canyon. J'ai fait la Madawaska en fin de semaine avec le canot à Simon Esquif et puis ça allait vraiment bien. Là. Je me trouvais meilleur que l'an passé, puis là, peut-être que le canot a sûrement aidé aussi. Merci beaucoup. Merci. Mais l'avantage avec le Discovery, hein, c'est que tu peux le cravacher sur la noire. Tu n'as pas besoin d'acrobate pour réussir à le... Ça, là, c'est une légende urbaine. Okay. Hélène n'en parle pas beaucoup, mais elle aurait beaucoup à témoigner par partager. Présentement, c'est acheté un canot qui s'appelle le Vertige, qui est un excellent canot qui peut faire beaucoup de choses. C'est un canot avec lequel elle peut faire de l'expé, c'est un canot avec lequel elle peut faire de la rivière. C'est un canot qui a un bouchin qui permet un gîte un peu plus progressiste. Puis avant, si je ne me trompe pas, tu pagayais un Zéphyr qui t'a causé beaucoup de problèmes. Puis depuis que tu as ton Vertige, tu peux comme retrouver du plaisir. À toi la parole, Hélène. Ben, en fait, je passais du plaisir de nager au plaisir de canoter. Oui. Avec le canot. Mais effectivement, c'est beaucoup plus le fun justement de faire des rapides, mais c'est aussi l'aspect que je peux mettre du bagage que j'apprécie aussi. Donc, il y a deux aspects que j'aime beaucoup avec le Vertige. Et, écoute, c'est encore un beau témoignage du non absolu qu'il y en a qui n'aimeront pas le Vertige, puis il y en a que ça va être leur canot. Donc, il y a une analyse à faire vraiment intéressante. Oui, j'ai une question.
Je comprends bien là, que chaque canot a ses spécificités et tout ça, mais est-ce que dans le solo, il y a un canot qui peut être un bon compromis pour s'amuser, faire des descentes d'une journée, mais aussi avoir du volume de chargement pour faire des sorties de 2, 3, 4 jours? Ben, le Vertige que Hélène a acheté est un canot qui correspond un peu à ce que tu viens de dire. Puis moi, c'est dans cet esprit-là que j'ai modifié le Vertige X pour me donner un canot solo qui me permettait du bagage. Mais autrement, dans les canots solo performants, j'irais vers le Spark. Puis après, ben là, tu deviens trop petit. De toute façon, ces petits canots-là ont moins de surface de contact avec l'eau. Donc, si tu mets du bagage dedans, ça renforce l'embarcation, t'enlève de la manœuvrabilité. Donc, c'est pour ça que c'est pas juste de dire, il y en a des canots qu'on est capable de pacter des bagages dedans pour partir en expé, sauf que tu perds beaucoup. Dans mon Vertige X, je mets des bagages, puis j'ai même pas de gros changement de profondeur. J'ai encore la sensation d'un canot. Donc, à un moment donné, le canot trop court, ben oui, mon Raven, je suis capable de pacter mes bagages dedans, mais je vais perdre quelque chose. Je vais labourer davantage que si j'ai un canot comme le Vertige ou si je veux faire du solo avec bagage. Puis le Canyon, là, en solo, y a-tu juste Simon Crépeau qui aime ça ou y a d'autres personnes qui aiment ça? Mais là, tu parles plutôt du Pocket Canyon. Hein, excuse-moi, le Pocket, oui. Mais tu vois, le Pocket Canyon, un peu comme le Vertige X, ce sont, en principe, on appelle ça des duos rapprochés. Donc, ils n'ont pas la pleine longueur du Canyon ou du Prospector 16 ou du 7 pieds. Donc, ils servent pour des plus petites sorties. Et là, tu peux plus facilement les aménager en solo. C'est-à-dire, tu peux bien descendre ton Canyon en solo aussi. Il y en a qui le font, mais je te dis juste, c'est un compromis. C'est plus un bateau d'expédition. Donc, tu as le Vertige qui est un peu plus petit. Tu as le Vertige X qui est la version duo rapproché que Pierre a transformé en solo. Puis tu as le Pocket Canyon qui est un duo rapproché que tu peux aussi mettre en solo. Et donc, ça répond peut-être à la question de Gilles. Mais sinon, Gilles, dans les solos, c'est rare que tu peux faire à la fois un canot performant pour des petites sorties puis avoir un solo plus d'expédition. Parce que si tu regardes, je vais laisser parler Simon avec qui veut rajouter, mais tu regardes Ronald qui a un gros solo, ben lui, ça correspond un peu, c'est un Genesis, là, ça ressemble un peu finalement à un Vertige X. C'est un assez gros bateau qui pourrait presque être un duo rapproché, que lui se sert en expédition ou en plus petite sortie, et c'est son choix personnel. Il préfère un plus gros canot, c'est comme ça qu'il l'a appris, c'est ça qu'il a maîtrisé, c'est son style de canotage aussi, c'est un autre critère. Et c'est pas le Spark, c'est pas les petits bateaux, c'est pas le sequel de Stéphanie, qui fonctionne bien pour elle parce qu'il est légère, mais tu mets quelqu'un d'un peu plus lourd dedans et puis il nage. Et puis le Zephyr dont on parlait tout à l'heure, qui fonctionne très bien pour certaines personnes, surtout les femmes, parce qu'il est très léger, le Twintex. C'est son avantage. Les femmes l'aiment beaucoup parce qu'il se manœuvre bien. Par contre, il est moins résistant et puis dès que c'est un peu plus lourd, il peut créer d'autres problèmes. En tout cas, je rajoute ça, puis je te laisse parler, Simon. Oui, bien, le Pocket Canyon en solo, oui, c'est bien, mais bon, il reste que c'est un peu gros. Moi, je trouve que ça va très bien quand même, mais je pense que c'est plutôt, on l'utilise plus en duo pour des sorties d'un jour. Puis en solo, je dirais, c'est peut-être mon côté, le côté rassurant du Pocket Canyon. C'est très stable. Ça permet de faire des rivières que je ne ferais pas en ce moment, surtout pas avec mon Raven. J'ai toujours pas trouvé l'équilibre. Donc, s'il y a un côté rassurant, est-ce qu'à long terme, c'est le solo d'expédition par excellence que j'utiliserais? Peut-être pas. Pour le moment, il est rassurant, il fait la job, je suis content. Puis en fait, le Pocket, c'est le canot que j'utilise le plus parce que, surtout en début de saison, avant les grandes expéditions, les sorties d'un jour ou même un week-end, c'est génial. C'est sûr que avec David, mon garçon, qui fait 100 livres à peu près, donc ça va super bien même pour un week-end. Et c'est versatile pour le côté solo. Peut-être solo d'expédition, peut-être qu'à long terme, ça ne sera pas ça, mais pour l'instant, ça fait la job. Écoute, je vais même rebondir sur le Pocket Canyon. Si j'avais un canot à m'acheter, il fallait que je commence en quelque part, ce serait peut-être lui. Je suis capable de faire et du duo, je suis capable de faire de l'expédition, puis je suis capable de faire des choses intéressantes en solo. Rassurant. Il est idéal nulle part, mais il fait une bonne job partout. Donc, mettons que j'ai un choix. D'ailleurs, avant d'acheter le Vertige X l'an passé, là, j'ai branlé dans le manche. Là.
J'hésitais entre le Vertigix et le Pocket Canyon, vraiment. Puis la seule différence, c'est que le Vertigix me donnait à peu près 2 pouces de giron de plus, 2 pouces de giron de plus avant-arrière que l'autre. Puis je suis 6 pouces de moins large, plus facile à... C'est des détails. Mais j'aurais pu très bien m'acheter un Pocket Canyon. Comme j'avais déjà un Appalachian, ben, j'ai été vers un duo, un solo un petit peu plus performant. Mais c'est un très bon choix. Moi, je comprends très, très bien ceux qui font le choix de s'acheter un Pocket Canyon. Il est versatile. Et moi, là-dessus, j'aurais tendance à passer au reste du sujet qu'on veut couvrir, parce qu'il y en a quand même beaucoup à couvrir. Donc, si on regarde, là, on change de sujet. On parlait du Raven, à Simon, qui est encore à la recherche de sa position. Regardez ici. J'ai mis mon, je ne sais pas si on voit le 2x4 en dessous ici avec le descend. Donc, mon canot, quand je vais équiper un canot, je le vide, j'enlève tout dedans et je le mets en équilibre. Donc, je veux avoir un canot là, qui tient en équilibre sur une petite surface. J'aimerais mieux être plus mince que ça encore et je risquerais d'abîmer le canot. Une fois que j'ai fait ça, j'embarque dans le canot. OK? Là, il est déjà équipé. Là. Et là, en dessous de moi, il y aurait une selle pas fixée. Il y aurait un banc pas fixé. Il n'y aurait rien, il est tout nu. Puis, j'étais à la recherche de l'équilibre parfait. OK, bien là, il est installé. Puis, quel équilibre je recherche? Je veux que, regardez, juste avec mon bassin, montre le devant du canot comment ça bouge. C'est juste filmé Que t'entendre. Ça veut dire que je suis en mesure de contrôler l'assiette du canot seulement avec le mouvement de mes hanches. Ça veut dire que je pagaie, puis dès que je bouge l'assiette du canot, je bouge également la direction. Je veux rentrer dans un bac avant, j'ai intérêt à ce que ça monte du devant. Donc, et je veux trouver cet équilibre-là. Donc, la position de mon banc doit me permettre de travailler avec mon bassin pour bouger mon canot. Regarde, je vais rentrer mon ventre, donc mon bassin vite fait. Hein, la manière que je bouge mon bassin. Donc là, je suis dans ma position de pagaie et je recherche un équilibre qu'on pourrait discuter. Mettons que, grosso modo, tu as à peu près, mettons, 40% sur les fesses, puis l'autre 60% est sur les jambes, ça donne 30-30-40, pour faire en sorte que quand je dépose mon genou pour aller faire un gîte, je veux être sur mon poids sur mon genou pour être solide. Je m'en vais de l'autre côté sur l'autre genou. Donc, je veux être capable de jouer avec mon canot. Idéalement, on pourrait faire du surf. Ça, c'est quelque chose de fun à pratiquer. Je suis dans une vague à surf, je dépose ma pagaie et juste avec l'angle de mon canot, gîte d'un bord, gîte de l'autre, je suis capable de manœuvrer mon canot. Donc, je reviens en arrière, je débobine ce que je viens de dire. Je veux au point de départ que mon canot soit fixé sur une barre qui est en parfait équilibre. Après, imaginez que j'ai une selle amovible, je vais l'avancer, reculer, jusqu'à trouver l'équilibre parfait. Donc, il y a des canots qui sont mal montés. Il y a des canots qui n'ont pas assez de poids sur les genoux, que les gens sont trop assis. Donc là, dans ce cas-là, ça serait un banc plus haut ou une selle plus haute. Tous nos canots sont montés avec des selles trop basses. C'est systématique. Quand on a donné des cours récemment, on est toujours obligé de dire aux gens « montez vos selles, montez vos selles ». Je vais être capable d'avoir joué avec mes hanches et avoir du poids sur mes genoux. Une fois que j'ai trouvé cet équilibre-là avant-arrière, ben là, je produis quelque chose. Puis après, il faut que je tienne compte de mes bagages, il faut que je tienne compte de mes ballons. Donc, c'est pas pire. Les ballons vont avoir le même poids à l'avant. Ici, vous regardez la manière que le canot est monté, si tu veux approcher l'image. Comme j'ai gardé un grand espace pour mettre un baril, j'ai compensé la perte de flottaison par le fond collé ses côtés. Ça, on faisait beaucoup ça avant l'arrivée des ballons. Tous nos canots étaient montés avec des fonds. Regarde, on en a un. Regarde, si tu veux prendre celui qui est là-bas, Simon, vous le montrer de proche à l'écran. Là. Okay, donc, c'est un micro-selle. C'est une bande large, à peu près 1,5 pouces. Puis on mettait ça avant tout le long de notre canot. On a arrêté de le faire parce que c'est trop cher.
Mais la combinaison de la bande avec mon baril et mon ballon, j'ai une super flottaison. Donc, dans ce cas-là, je vais avoir tendance à... C'est pour ça que j'ai des ancrages dans le fond. Je vais avoir tendance à attacher mes barils qui vont aussi me servir de flottaison. Ça pourrait être un autre sujet. Attacher ou pas ces bagages. Ah! Il va y avoir autant de vérité que d'expérience que vous avez faites. Que puis-je dire d'autre? Ce qu'il faut retenir de ça, c'est qu'installer un canot, il y a une réflexion, ça va toucher notre manière de pagayer. Regardez le fond de mon canot où je mets les genoux. OK? C'est une bande complète d'un bout à l'autre. Je n'ai pas un petit pad d'un bord, un petit pad de l'autre. J'aime pas ça. Moi, je vais être capable, quand je pagaie, de me retrouver les deux genoux d'un bord. Je vais être capable, sur le plat, d'allonger ma jambe. Puis je veux avoir du mouvement. Ce qu'on n'a pas quand on utilise un petit fond, comme le petit fond unique là, que vous voyez en vue panoramique. Heureusement, on a un drone avec nous. Donc, il y a plusieurs installations possibles. Il y a des choses qu'on ne se permet pas de faire. Ce canot-là, je l'ai acheté vide. La largeur du canot a un impact sur le giron. Donc, ce canot, il venait 4 pouces plus large. J'ai rapetissé le canot qui m'a enlevé du giron parce que je voulais gagner de la vitesse. Donc, c'est souvent, il y a comme un univers de possibilités. On a tendance à prendre des canots qu'on les achète. Alors qu'il y a des changements possibles. On peut gagner du giron, enlever du giron. Pour moi, d'avoir un canot plus étroit, c'est comme si j'étais en solo. Il est la même largeur que mon Raven, mais il est allongé. Le Canyon, c'est ça plus. Le Pocket, c'est ce que je voulais dire. Le Pocket Canyon, je suis plus large. Donc, quand je passe de ce côté-là en débordé dans un Pocket, c'est plus dur. Donc, ça a plus de chances de me faire tomber en bas de mon canot. Alors que là, je suis capable de rentrer dans mon gîte. Je sais que j'ai dit beaucoup de choses. J'ai dit beaucoup de choses en rafale. Ce qu'il faut retenir de toutes ces choses-là en rafale, c'est que dans l'ajustement du canot, wow, on peut augmenter notre plaisir et notre performance beaucoup plus qu'on pense. C'est pour ça que quand on se parlait, je te disais qu'il y a moyen d'améliorer l'efficacité en t'assoyant, en jouant, en gogossant, vérifier ta largeur. Puis après, il y a toutes sortes de formes que je peux mettre, les petits formes ronds là, qui me permettent de caler pour me tenir par en bas. Il y a toutes sortes de petites formes à utiliser. Puis une fois ça fait, si tu n'es pas encore le bon feeling, ben change de canot. Change de canot. Moi, je vais rajouter juste en simplifié pour ceux qui commencent et qui veulent retenir des choses essentielles. Premièrement, c'est la hauteur de votre banc ou de votre selle. La tendance, c'est d'avoir des bancs qui sont trop bas. Ils sont trop bas, vous n'avez pas assez de poids sur vos genoux. Donc, retenez... Ah, Pierre, c'est un enfant. Vous avez besoin d'au moins 60% sur les deux genoux, ou même à la limite, il disait en début, avant qu'on commence, 2 tiers sur les genoux, 1 tiers sur les fesses. Je voudrais dire, une selle beaucoup plus haute. Comme vous allez équiper probablement aussi des duos, puis vous ne serez pas nécessairement le seul à faire du canot, vous allez vous promener entre l'avant et l'arrière, ça se peut que vous fassiez un ajustement qui soit intermédiaire, et là, vous ajustiez. Moi, pour le faire, je traîne un micro-selle que j'installe sur mon banc quand c'est moi qui s'assois dessus, pour que je sois justement à la bonne hauteur. Et quand c'est Stéphanie qui a les jambes plus courtes, elle peut aller directement sur le banc et elle est encore bien ajustée. Et donc, ça, c'est le genre de compromis qu'on peut faire, surtout pour un duo, quand on n'est pas seul dans le canot. La qualité n'est pas super bonne. Donc, est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Des expériences à partager? Parce que ceux qui sont là, vous avez des expériences. Éric, est-ce que des choses que tu voulais dire par rapport à l'ajustement que tu as fait de la selle, parce qu'on a installé l'année dernière, tu l'as expérimenté sur plusieurs rivières là, avec ton boulot noir? Vous m'entendez? Oui, oui. Écoute, quand on est installé, j'avais aucun point de repère, moi, quand on est installé là, sur mon boulot noir. Mais par contre, je m'étais aperçu, Stéphane, je ne sais pas si tu te souviens, là, je t'avais dit qu'on l'avait installé à peu près
un 3/4 de pouce trop à gauche. Mais plus que je canote avec, plus que je m'en rends compte. Donc, j'ai tendance à avoir un petit peu plus de poids sur mon genou, ce qui fait en sorte que je travaille plus pour garder ma ligne pour mon canot. Je ne sais pas si vous me suivez. Je ne sais pas. Ben, c'était avec Stéphane, en fait. Là. Quand on a posé, là, on a tracé la selle à l'intérieur de mon canot. Puis, on l'a balancé, je pense, du mieux de nos connaissances qu'on avait. Sauf qu'on a commis une petite erreur, on ne l'a pas ajusté, on ne l'a pas bien centré en tant que tel. Et plus que je canote avec mon canot, ça fait en sorte que j'ai plus de poids sur mon genou gauche quand je le canote. Donc, je suis obligé de tout le temps compenser avec mon coup de pagaie pour garder une ligne droite. Là. As-tu des conseils, Pierre? Si jamais il voulait déplacer sa selle, il faut jouer avec la selle. Quand je t'écoute, là, ça met tellement en évidence à quel point une installation pas parfaite va influencer nos performances, va influencer notre travail. On devrait être en mesure de, avec notre corps, jouer l'assiette. L'assiette, là, ce que je veux dire quand j'utilise le mot assiette, c'est quand j'avance mon corps pour pagayer, qu'est-ce qui fait le devant du canot? Il cale. S'il cale, il change de direction. Ça veut dire qu'idéalement, à chacun de mes coups de pagaie, je ne devrais pas affecter l'assiette, à moins que je le veuille. Ça veut dire que si je veux mordre dans quelque chose, oui, je veux que le devant il plante. Donc, si je repense à ce que tu viens de dire, Eric, il faut trouver le moyen de positionner les équipements et d'ajuster ton coup de pagaie. Là, on va parler du fameux coup de pagaie en rotation, hein? Parce que quand je pagaie avec mon corps puis je tire mon canot, ben, on défait tout ce qu'on vient de faire. Tu auras beau avoir le meilleur ajustement de canot, il faut quand même que ton coup de pagaie n'ait pas d'influence sur ce que j'appelle l'assiette du canot. L'assiette du canot, là, c'est sa position dans l'eau devrait rester droite. On devrait avancer là, ou droite. Si à chaque fois qu'on pagaie, ça fait ça, ça fait partie de l'ensemble des détails qui finit par affecter l'efficacité. Ben, une chose que j'ai faite, là, je vais mettre la caméra de même, mais une chose que j'ai faite sur mon Raven, justement, un peu avec l'expérience de... Oh, c'est la double. Le double moi. Oh. L'expérience, suite justement, Eric qui m'a dit que bon, ton banc était peut-être un peu proche. Moi, j'ai collé du velcro à la place. Fait que j'ai collé du velcro dans le fond du canot. J'ai collé du velcro mâle dans le fond, du velcro femelle, je ne sais pas si on dit ça de même, sur le banc pour m'assurer de ne pas faire une erreur, mais aussi de pouvoir la changer à nouveau, l'assiette, parce que je n'étais pas certain. J'étais allé même pagayer en début de saison avec un banc pas collé pour aller essayer un peu. Là, je l'ai collé avec du velcro. C'est peut-être une option, mais il y a peut-être des inconvénients à ça, à moyen et long terme, peut-être de ne pas coller. C'est une bonne option. L'inconvénient, c'est si tu manges une volée dans un rappel, tu risques de sortir avec la selle après toi, ce qui m'a déjà arrivé. Mais ça, il faut vraiment être fou. Là. Il y a des rappels qu'il ne faut pas aller. En situation normale, là, la job velcro est un très, très bon choix. Eric, je vais vouloir regarder comment tu pagais pour voir ta position dans le canot, pour voir si ce n'est pas la façon dont tu maintiens le haut du corps. Mais si jamais c'était de déplacer la selle, il y a peut-être des options pour la déplacer, Pierre, pour la défaire, sans l'arracher. Oui. Toi, tu l'as collé direct dans le fond? Oui. Ça pourrait nous introduire un autre sujet. Oh! C'est une boucle. C'est encore du monde qui écoute? C'est-tu du monde sur la page? Oui. On est combien? Une dizaine de... Je veux dire. On est encore rond dans les couilles. J'arrête, hein? 9, 10, 11. Ah, on est 11. Ah, OK, je continue. Avec toi, 12. L'autre sujet, est-ce qu'on va parler de décoller une selle, de comment on décolle une selle. L'ABS est un matériau fragile. Il y a des ennemis. OK? Entre autres, commençons par je viens de cuire des pâtes, je dépose ça sur mon canot en envers. Délamination. La lamination du canot, c'est un 3 couches. C'est des différentes couches écrasées de différentes sortes de plastique. C'est très, très, très sensible à la chaleur. Okay? Donc, si le fameux chaudron, ça, c'est pas sur mon canot.
Non, mais parle de la selle, ensuite on va parler de comment installer les ancrages. Oui, on va arriver à ça. Donc, ce canot-là, donc, ça m'introduit aussi des outils. J'utilise beaucoup pour faire coller mes cols le fusil à décaper. Il est un peu plus chaud que le séchoir à cheveux. Et personnellement, pour mes cheveux, je vais préférer, il me reste presque plus de cheveux, donc j'ai intérêt à prendre le séchoir à cheveux parce que me décaper, me sécher les cheveux avec mon décapeur, ça fait du dommage arrêté. Donc, quand je vous parlais du chaudron, imaginez comment c'est sensible d'utiliser cet outil-là. C'est très, très facile d'abîmer un canot avec, même le séchoir à cheveux peut délaminer un canot. Et ces outils-là sont essentiels pour faire coller nos cols. Et on va utiliser différentes sortes de cols, dépendant de comment ça travaille. Exemple, nos genouillères. Et nos genouillères, la pression est comme ça. J'ai mon genou dessus. Donc, ça veut dire que la colle a besoin de travailler sur une friction. La colle contact ordinaire fait très, très bien la job. Par contre, un ancrage, je veux coller un ancrage, bien là, c'est différent parce que l'ancrage, c'est en montant. La colle contact ne tiendrait pas. Ça va donc prendre une colle qui va avoir une résistance quand on tire vers le haut. Donc, il y a beaucoup de colles qu'on utilise. Chaque petit élément dans mon canot, j'ai des colles différentes. Je vais avoir une colle pour mon protecteur d'étrave. Je vais avoir pour relaminer un canot. Il y a qui est c'est avec qui que j'ai pagayé le canot vert en fin de semaine? Le canot vert, Maïka et... Bon, ben, je les ai à la maison demain, là, parce qu'il s'est aperçu que son canot commençait à délaminer. Ça, en général, quand ton canot délamine, vends-les. Arrête de perdre du temps à réparer un canot qui délamine. Ça veut dire qu'il ne fait pas juste délaminer à l'endroit où tu le vois, il délamine de partout. Ton canot, il est mou, il ne tient plus. Quand tu es rendu là, vends-les ton canot. Mais ce que tu fais, c'est que tu le répares, tu le mets beau, puis tu le vends à quelqu'un d'un autre club et d'une autre région. Tu évites de le vendre dans notre région. Mais on peut relaminer des canots. Il faut que je décolle les couches. Il faut que je prenne une colle époxy, un peu liquide, puis je viens d'écraser les couches ensemble pour essayer de relaminer, mais c'est jamais idéal, c'est jamais parfait. Je vais gagner peut-être une saison ou 2 saisons. Il part dans 10 jours faire une rivière, puis il veut réparer son canot avant de partir. La meilleure option, c'est effectivement le canyon qui traîne dans mon garage que je vais essayer d'y vendre. Okay? Mais il y a donc différentes colles et différents produits. Donc là, on va changer de place avec Stéphane, qui va mieux vous parler des colles. OK. Donc, juste pour les mentionner, pour que vous les voyez, la colle contact pour les cales genoux. Et donc, ça, c'est facile. Ça, vous l'installez sur la colle contact régulière. Vous avez aussi la extrémité, peu importe. Vous l'appliquez sur la surface. Vous allez devoir placer votre genouillère dans le fond du canot dans la position qui vous convient. Donc, vous allez faire un tracé avec un crayon tout le tour pour le bien placer de la façon qui vous est le plus confortable. Et avant de l'installer, vous installez 2 couches de colle. Une sur la genouillère et une dans le canot à l'endroit que vous avez tracé avec le crayon. Donc, dans le cas de Pierre, c'était tout un bloc. Je ne sais pas si moi je peux réussir à le voir. Donc, vous placez la genouillère de la manière que vous êtes confortable. Vous prenez un crayon, vous en faites le tour. Comme ça, vous allez démarquer la place dans le canot où ça va s'appliquer. Et là, vous appliquez une couche de colle à la fois sur le bloc et à l'intérieur du carré. Vous la laissez sécher. Et avant de le coller, vous l'activez avec votre fusil à air chaud, ce que Pierre appelait le fusil à décaper. Vous l'activez, vous faites réchauffer et vous l'appliquez directement dessus. Appliquez-le au bon endroit parce qu'une fois qu'il est collé, il est très, très bien collé. Et si vous voulez le défaire après, ben, vous risquez de commencer à arracher une couche qui est dans le fond. Exactement. Donc, avant de passer à d'autres choses,
Est-ce que c'est clair pour les cales-genoux? Parce que je sais que c'était une des questions spécifiques qui était posée par Jean-François, je pense. Oui, merci beaucoup. Stéphane? Oui. Moi, j'ajouterais juste qu'avant de mettre la colle, il faudrait aussi comme un petit peu le vinyle pour faire sûr que la colle elle tient bien entre le fond et le vinyle dans le fond du canot. Non, c'est un bon point là-dessus. Tu as tout à fait raison. Avant de coller quoi que ce soit, on s'assure que les surfaces sont bien nettoyées, sont bien propres. Et c'est toujours mieux que si vous le mettez avec ce qu'il peut y avoir au fond. Donc ça va pour toutes les choses qu'on va vous parler, les ancrages du fond du canot. Vous nettoyez bien la surface avec peut-être un peu d'acétone ou avec un décapant à siphon, juste pour vous assurer que c'est bien nettoyé. Ou à la limite avec l'eau et du savon, puis vous laissez sécher avant de coller. Avec l'acétone, le diluer, ouais. ça aide, je pense, à pas beaucoup de ces produits-là sur notre canot, juste assez pour nettoyer parce que ça gruge. Ouais. Pour les ancrages, vous en voyez quelques-uns dans le fond du canot de Pierre. Lui, il s'en sert pour à la fois attacher ses barils, il en reparlera tout à l'heure s'il veut bien, ou pour ses cages à ballon. Il y en a qui en placent sur les côtés ici. Ils veulent attacher un ballon central dans un duo. Sur des plaques que vous trouverez un peu partout. Puis on parlera de où vous pouvez vous les procurer aussi. Comme Pierre le disait, c'est pas la même colle qui fonctionne bien pour ça, mais c'est le même principe. Ça prend, vous allez devoir trouver l'endroit idéal dans le fond du canot, une fois que vous avez bien nettoyé, bien sûr. Vous allez tracer avec un crayon là où vous allez l'appliquer. Et vous allez appliquer une couche de colle. Cette fois-ci, ça va être, vous allez la trouver chez Trailhead, vous allez la trouver chez Merck ou chez Canot Légaré. Vinyltech 2000. Donc, pour les vinyles, comme ces plaques-là, c'est la meilleure colle qui fonctionne pour ça. Et puis, donc, vous appliquez les deux couches, vous réchauffez avec votre fusée à chaud et vous installez. Une fois que c'est là, la colle est bien ancrée, ça tient très bien. Chose à rajouter, monsieur? Après, il peut y avoir des choix philosophiques sur quel ancrage vous mettez au milieu. L'ancrage avec le gros anneau central, comme j'ai ici dans mon canot, ça m'attache de manière plus solide. Ça veut dire que ma courroie va passer plus haut sur mes cuisses. Alors que si je prends la double, OK, regardez ici, il y a une double. Donc, si je la dépose, ça va baisser l'endroit où la courroie va passer sur mes genoux. Donc, à la limite, un petit peu plus sécuritaire. Ça fait, regardez, la courroie, là, elle va passer à peu près 2-3 pouces plus bas en choisissant ce modèle. Donc, tous ceux qui ont acheté un Canyon récemment sont équipés avec le double ancrage. Alors que si, mettons, tu veux rester plus longtemps dans ton canot quand tu es pris d'un rappel, tu vas être attaché un petit peu plus haut. Donc, ça pourrait être une différence entre le gros ancrage central et les deux petits qui donnent un espace. Dans le fond du canot, ben, il y en a en métal, il y en a en tissu. J'en ai amené aussi en tissu. La grosse différence entre les deux, c'est que je trouve ça plus facile d'accrocher un mousqueton quand j'ai un petit truc en métal. Je crée moins d'usure que la petite ici que j'ai mis juste pour les cordes. Puis, autre petit détail, vous avez bien remarqué que j'ai choisi bleu pour matcher avec mon canot. Bon, évidemment, ça, c'est un choix esthétique. Et ça matche aussi avec mon imperméable et mes bobettes. Je suis tout en bleu, c'est possible. Les garçons, pour les ancrages, là, puis les cales-genoux, pas besoin de sabler? Lesquels? Les cales-genoux et les ancrages, pas besoin de sabler. Je sable mes ancrages et je sable pas. Pour mes genouillères, je n'ai pas besoin de sabler. Mais lui, je le sable. Ça vient avec un petit papier derrière pour enlever, qui me laisse même pas un résidu de colle, mais celui-là, c'est sûr, je vais le sabler en faisant attention aux coutures. Parce que je ne sais pas si vous le voyez là, de proche, il y a des coutures derrière. Attention de ne pas sabler les coutures, ça peut affaiblir. Par contre, effectivement, bon point, il faut vraiment sabler cette surface-là qui est très luisante. Puis il ne faut pas sabler le canot? Pardon? Il ne faut pas sabler le canot? Oui, je le sable un peu, mais moins important parce que la colle qu'on utilise gruge le canot de toute façon. Ça va avoir peu.
Oui, si vous voulez. Par contre, lui, c'est indispensable. C'est pas si vous voulez. L'ancrage, il faut le sabler. Tu n'as jamais sablé non plus. Donc, tu vois, regarde, Stéphane sablé, puis il n'y a jamais eu de problème non plus. C'est très rare que je sable le canot. La colle mord assez. Mathieu, il dit qu'il est d'accord, mais Mathieu, tu es d'accord avec quoi? Les cordes bleues pour matcher mon canot? Non, mais c'est ça que je disais tantôt. En plus de nettoyer, c'était de sabler aussi, de sabler le vinyle puis de sabler la patch. La colle, le résidu. Écoutez, moi, j'en ai installé plusieurs sur mes canaux. Il n'y en a jamais un qui a décollé, puis ça fait 10 ans. Donc, juste pour vous montrer, ça me surprendrait que vous ayez des gros problèmes avec ce côté-là, avec les ancrages de canaux. Puis les vinyles, les plaques pour les genoux, j'ai pas eu plus. Ben, ça, c'est pas nécessaire non plus, mais j'ai jamais eu de problème. Là où j'ai sablé, par contre, c'est les protecteurs d'étrave pour bien m'assurer qu'ils collent après le côté. Mais ça, on va tourner le canot, puis on fera la présentation après. Regarde, tu avais d'autres cols? Oui, on va le tourner. On va pouvoir aussi discuter de c'est quelle la meilleure bière à boire en canot. Ça, c'est un autre sujet. Bon. Mais peut-être avant de tourner, Pierre, tu veux parler de la cage à ballon. Parce que je sais qu'il y en a qui veulent la faire. Peut-être que c'est intéressant de voir comment tu l'as monté. Écoutez, j'aime beaucoup ma cage à ballon. Elle est solide, puis le ballon ne peut pas en sortir. Et en plus, remarquez, je pense que j'ai l'étoile de David dedans, ce qui n'a aucun rapport avec ma religion. Là. Tout ça pour dire que toujours mieux avec 2 ancrages pour faire une belle cage à ballon. À un ancrage, on n'arrive pas à bien fermer. C'est juste ça. Après, ben, moi, le design qu'il y a là, c'est toujours le même design que je fais, que je préfère, sans critiquer Escape, que j'aime beaucoup. Eux autres, ils ont tendance à faire juste la corde qui passe droite avec 2 petits nœuds qui rattachent. Donc, la méthode est intéressante. Les petits œillets noirs ici, là, dans lesquels passe la corde. Anciennement, on faisait des trous d'un canot. Là, maintenant, avec ces petits œillets-là qui viennent en usine, mais que c'est facile à installer. Ça se vend même chez Renault Dépôt, ces petits œillets noirs, avec une machine à rivet. Donc, c'est très facile à faire. Mais j'aime beaucoup. Il y a une cage à ballon qui ferme bien le bout. Puis la seule manière d'avoir ce résultat, c'est deux ancrages pour ma cage à ballon. J'ai une question, les garçons. On a une question. La carte de l'avant, la feuille. Oui. On a une question. Oui, c'est quoi? Avant de virer le canot de bord, là, les ancrages pour les bagages là, sur un duo, un canyon, là, c'est quoi vos recommandations? Je pense qu'il y en a qui les mettent plus sur les côtés, d'autres dans le fond. OK. Dans les ancrages, il y a des choix personnels et il y a un absolu. OK? Un absolu qui fait partie. C'est rare qu'il y ait des absolus. On ne devrait jamais rien accrocher en surface. Une gourde, là, ça ne s'attache pas après la corde. Ça s'attache dans le fond. Ça veut dire que vos gourdes, vos cossins, vos machins, vos barils doivent être attachés avec quelque chose qui est dans le fond du canot. Pourquoi? Une gourde ne bouge pas. Y a-t-il une gourde pas loin? Ou une bouteille qui ressemble à une gourde? Ou une bière qui ressemble à une gourde? OK, imaginez que ma bière... Ah, que j'ai pas. Et où ta bière, Pierre? OK. OK, imaginez ici, je chavire. Je suis dans la rivière, OK? Je chavire et ma gourde, avec un mousqueton, est accrochée à mes cordes de ballon. Le canot s'en va en envers et donc la gourde s'en va ici. Super ancrage pour coincer un canot après une roche. La gourde se trouve à dépasser du canot parce que là, je suis en dessous de l'eau. Le canot est présentement à l'envers. Une fois le canot à l'envers, tout ce qui est accroché en surface devient quelque chose qui va bloquer quand on va pouvoir faire de la récupération en pied. Devient un objet dangereux qui peut se coincer entre 2 roches. Alors que s'il est attaché dans le fond, c'est-à-dire quand mon canot devient à l'envers, l'objet est encore à l'intérieur du canot. Ça, pour moi, c'est un absolu de sécurité. Il faut que tout ce qui traîne dans notre canot soit attaché dans le fond du canot. Donc,
Mes ancrages vont souvent être pour ça. Ma trousse de premier soin, ma gourde. Après, le choix d'attacher ses bagages ou pas, excellent débat et tout le monde a raison. Moi-même, je fais des choses différentes d'une fois à l'autre. J'ai horreur des gogos qui traînent dans mon canot. Horreur. Ça veut dire que j'aime avoir un baril que tout est dedans. Je n'ai pas de cossin. Je chavire, puis mon canot, dans le cas de mon solo, il est attaché dans le fond. Si j'ai des gogos, comme j'avais en fin de semaine à Madawaska, ben, ils sont tous attachés ensemble dans le fond du canot pour que si je chavire, ils ne deviennent pas un obstacle quand je vais devoir faire de la récupération en plus. Comme j'ai vécu, je ne sais pas quel canot j'ai remonté, j'ai eu de la misère à le remonter parce que les gogos s'y pendaient dans l'autre sens, puis ils m'empêchaient de tirer le canot pour le ramener. La corde ici, dans notre historique au Québec, un autre sujet philosophique, selon les critères de la Fédé, et c'est correct, il y a corde de bosse à l'avant et corde de bosse à l'arrière. Sachez qu'au niveau des décès, depuis 40 ans au Québec, il y a eu plusieurs décès dus à des cordes qui traînaient dans le fond du canot. La corde traîne dans le fond, la personne chavire, okay? Donc la personne chavire, se retrouve le pied dans le corde. Si on a des décès réels répertoriés. Alors que je n'ai pas de décès pour quelqu'un qui n'avait pas une corde de bosse. Donc, tant qu'avoir une corde qui traîne dans ton canot, c'est mieux de ne pas en avoir. C'est en Éric, on en parlait, l'équation corde égale couteau. Si tu n'as pas de couteau, tu n'as pas de corde. Donc, moi, ce que j'ai fait dans mon canot, si vous remarquez que c'est juste une corde, j'en ai même pas de l'autre côté, j'ai fixé des élastiques pour que ma corde de bosse ça soit solide, même si je chavire qu'elle ne bouge pas. Donc, je me suis mis 4 élastiques, un premier qui est très serré, puis après, ça va en ouvrant. Donc, ma corde est prise dedans. Et même là, il faut faire gaffe. Une corde, c'est un élément extrêmement dangereux dans un canot. Il y a des décès. On en a même vécu un dans la région. S'il y en a qui se souviennent de Gaëtan Lacroix, il faisait du canot avec lui il y a quelques années. C'est un très bon canoteur. Bien, sur la Haute-Rouge, il a intervenu auprès d'une situation d'un gars qui était pris et le gars est décédé. Il n'a pas pu se sauver. Il s'est noyé au bout de sa corde parce que ses pieds étaient dedans. Donc, moi, quand je vois un canot avec une corde qui traîne dans le fond, ben, j'aime pas ça. Et comme membre de Dieu, on devrait tous s'autodiscipliner et intervenir auprès des autres. Oh, attention, ta corde à traîne. Soit que la corde est cachée dans ton sac à corde, ou cachée dans un sac de sécurité, ou qu'elle soit installée de manière solide. Moi, je n'ai pas besoin de 2 cordes, donc je n'ai même pas d'installation de mettre une corde à l'arrière. J'ai que ma corde à l'avant si je suis mal pris et je suis avec pour être autonome, pour m'auto-récupérer. Si vous me permettez, est-ce que je peux rajouter quelque chose par rapport au sac à cordes? Oui, bien sûr. Oui, je sais qu'il y a des sacs à cordes qui se portent beaucoup sur le corps, tout ça. On se rappelle que, il y a quelques années, sur la Jacques-Cartier, il y a quelqu'un qui est tombé à l'eau et son sac à cordes qui était sur lui s'est déroulé et malheureusement, son sac à cordes il a été pris dans le fond de la rivière. Donc, à cette heure, Transport Canada ont exigé, puis ça, je suis au courant de ça par rapport aux normes pour les guides de rafting, on a tout un sac à cordes sur nous, mais le sac à cordes, quand on utilise un sac à cordes sur nous, il doit être équipé d'un quick release obligatoirement. Comme ça, si le sac à cordes reste pris, ben, on est en mesure d'équiper le quick release pour laisser aller le sac à cordes. C'est un bon point, Eric. D'ailleurs, Ton téléphone va mourir. C'est mieux, vous mourir? Bon, non, de 20%. Si tu veux arrêter ça, je vais reprendre avec le mien. OK. Vas-y fort. OK, donc est-ce que je tourne mon canot? Oui, j'ai une dernière question, Pierre. On va voir Stéphanie qui parle. Ah non, passe ça. Il y a une dernière question avant qu'on passe le téléphone. Le mien va mourir, donc je vais passer à celui de Simon. Mais il y avait une question? Oui, non, c'est Gilles. J'avais une question. Pourquoi Pierre, tu as mis ta corde à l'avant et non pas à l'arrière, si tu en as juste une? C'est bon, sinon, je peux mettre le micro, je ferme celui-là. J'ai même pas de bonne réponse à te donner. Quand je chavire, la manière que je tombe m'envoie par en avant, c'est là que je suis plus proche de ma corde. Donc, si je me remets dans mon canot, OK,
quand je me retrouve dans un rouleau et que je chavire, okay, pour sortir de mon canot, il faut que je bouge par en avant. Et je suis proche de ma corde. Donc, c'est que la seule raison. Quelqu'un me dirait qu'il me mettrait en arrière, puis je n'aurais pas rien d'important à dire contre. Mais moi, j'ai constaté qu'avec mon canot, quand je chavire, il faut que je sorte de mes courroies par chouterie. Ça m'amène vers l'avant de mon embarcation et proche de ma corde. C'est à peu près la meilleure raison pour laquelle je l'ai mis à l'avant. Une bonne réponse à donner, moi, Pierre. En arrière, puis aucun problème. Là. Eric dit qu'il y a une bonne réponse à donner aussi. Oui, vas-y, Eric. Ouais, si ta corde est en avant, tu as toujours un contact visuel avec elle. Donc, tu sais, si elle se défait, au moins, tu as un visuel avec elle. Si elle est en arrière, c'est plus difficile à voir. Oui. OK, merci. Pierre s'en va faire pipi. Non, suivez-moi pas. Non, mais, il y a une toilette en avant. Ça sera pas long, j'ai pas à la toilette. Suivez-moi pas. Prends le téléphone. Non? Ben non. Juste un complément de réponse à Julien tout à l'heure, qui posait la question sur les ancrages. Pierre disait tu le mets dans le fond. La réponse est oui, absolument. Mais il m'arrive aussi, Julien, d'en mettre sur les côtés. Mais à ce moment-là, mon but, c'est pas d'attacher les cossins ou les choses pour qu'ils deviennent un problème quand tu chavires et tu veux faire ta récupération en T. Mais il y a des choses qui sont plus faciles à attacher de cette façon-là, comme un ballon central dans un duo. Quand tu veux faire un rapide un peu plus gros, puis tu n'auras pas de bagage. Donc, les ancrages sur les côtés me sont utiles pour attacher le ballon central pour qu'il tienne solidement. Donc, il y a le fond qui est nécessaire, puis en complément, j'ai aussi sur les côtés. Mais ça dépend de comment je veux organiser mon canot. Donc, n'oublie pas le fond, pour le mettre dans le fond pour être plein de choses que tu vas attacher au fond, mais incluant tes barils, justement, si tu veux les attacher. Si tu ne veux pas les attacher sur autre chose, mais si tu veux les attacher, tu les mets dans le fond. Mais tu peux en avoir sur les côtés en plus pour attacher un ballon central ou quelque chose comme de cette façon, de ce type-là. Pierre, c'est bon pour le virer? Dernière question sur le canot à l'endroit. Là. Oui. En fait, c'est une remarque aussi. Là. En tout cas, je ne sais pas, Eric, si tu veux en parler, mais de la manière que tu attaches ta pagaie de spare, là, c'est assez intéressant. Tu as des velcro là, sur tes barres transversales. Là. Je ne sais pas si tout le monde. C'est une norme, ça? Stéphane, Pierre, Simon, avez-vous ça aussi? Ou... Ben, pour ma part, moi, j'avais un velcro, mais j'ai trouvé un autre endroit que je trouve mieux parce qu'il n'est pas dans le chemin. Par contre, il est moins accessible. Fait que là, perdre une pagaie dans un rapide, de ne pas avoir accès facilement, c'est peut-être un désavantage. En même temps, ça m'est jamais vraiment arrivé de perdre une pagaie dans un rapide. Je ne sais pas je sais pas ce que Pierre en pense. Moi, je suis entièrement d'accord d'avoir la pagaie sur le dessus, facile d'accès, velcro. Moi, tu sais, les petits élastiques là, avec des crochets noirs au bout, moi, je la coince en avant puis je mets un élastique comme ça à l'arrière. Ça m'est arrivé de perdre ma pagaie. Tu pagaie dans un rapide, il n'y a pas assez d'eau, ta pagaie coince, tu ne retrouves plus de pagaie. Puis souvent, on la met en dessous. Là, en dessous, avant de la trouver, tu as le temps de planter, là, dépendant de ce que tu fais. Donc, oui, j'aime l'idée du velcro. J'aime l'idée d'avoir accès à ma pagaie. Moi, c'est sûr qu'elle est installée sur le dessus, solide, mais facile à enlever. Même en duo? Un petit peu moins. En duo, ce que je fais, c'est « Chérie, passe-moi ta pagaie ». Et j'ai le même résultat. J'ai accès à une autre pagaie rapidement. Puis c'est même pas une blague que je fais. Tu fais quoi tu fais quoi comme truc avec un petit canot comme le Ledge, par exemple? Là? Moi, j'aimerais ça traîner une pagaie de secours, mais il me semble que je trouve pas de solution en ce moment pour ça. Un petit canot comme le Ledge. Où mettre la pagaie de spare? Effectivement, ça devient un problème. Dans le cas du Ledge, effectivement, c'est pas un cadeau vraiment adapté de mettre une pagaie. À la limite, tu prends la pagaie trouves des morceaux, là, c'est quoi la marque? Warner. C'est Warner. Warner d'une très bonne qui se fait en deux, mais très pratique pour mettre dans le fond de ton canot comme tu mettrais dans le fond de ton kayak. Mais le point est bon.
Trouve des amis avec un duo. Hein? Les lunettes, ah non, c'est pas un bébé. C'est Eric. C'est Eric. Je vois rien. Eric a l'air d'un bébé. Je suis sûr que je vois rien. Ça va pas mal les affaires. OK? Donc, tout ça pour dire que la question est bonne. Je te donne le mandat d'expérimenter puis voir comment tu pourrais faire. Mais je n'ai pas vu beaucoup de gens, dans les gens que je connais qui pagaient avec ces petits canaux-là très performants, je n'ai pas vu un mettre une pagaie par-dessus. Ça pourrait nuire à l'esquimotage. Souvent, quand on pagaie du edge ou ce genre de canaux-là, la plupart des gens esquimotent. Là. Évidemment, si tu n'as plus de pagaie dans les mains, c'est plus dur, mais bref, je n'ai pas de solution miracle pour toi aujourd'hui. OK. Pour ma part, moi, j'ai trouvé que la pagaie qui était sur le dessus était plus encombrante que d'autres choses, que ce soit pour faire des reprises en... pas des reprises en T, mais vous savez ce que je veux dire, là? Des récup. Oui, c'est ça, voyons. Récupération en T. Récupération en T. Soit ça, ou alors quand on chavire, la pagaie est dans le chemin. Je la mets maintenant, je prends une plus petite pagaie, puis je la mets maintenant, le manche, tiens, quand je pourrais peut-être le montrer. Oui, Puis, en même temps. Une pagaie? Oui, oui. Moi, je trouve que j'aime bien l'endroit où je la mets. Si c'était un duo, je la mets comme ça en dessous du ballon. Elle tient là, elle ne bouge pas. Une pagaie de pas si on la voit là. Elle est ici la pagaie. Elle ne bouge pas, elle reste là. Difficilement, mais elle n'est pas là, elle n'est pas dans mon nez. Fait que je sais pas, mais à date, c'est l'endroit là. Moi, dans mon Raven, et tout le monde pourrait faire la même chose parce que je suis sûr que tout le monde a une bonne solution. Dans mon Raven, elle rentre ici en dessous du ballon et je l'attache, ben là, j'ai un poteau qui arrive à cette hauteur-là dans le Raven, c'est là que je mets mon élastique, puis je défais, puis je tire. Ça, c'est pour le Raven. Et ça serait pas bête aussi pour ce canot-là. Voilà. Donc, on n'avait pas fini au niveau des cols. Et Stéphane allait nous montrer qu'est-ce qu'il utilise pour les protecteurs d'étrave. Ah. Une fois que votre canot a peut-être une saison d'usure, il est prêt parce que quand il arrive neuf, ça ne vaut peut-être pas la peine d'essayer de l'installer, vos protecteurs ne vont pas tenir. Une fois qu'il commence à être usé, comme celui-là, Pierre, il a une saison, j'imagine que cette année, il va vouloir probablement installer des protecteurs d'étrave. En tout cas, oui, à lui, il y a des chances. Donc, vous voyez, il commence à blanchir. Donc là, il commence à avoir son usure. Cela dit, je sablerai la surface pour m'assurer pour la nettoyer, pour m'assurer qu'il y a une bonne adhérence encore. Et là, je n'ai pas pas des longues bandes de Kevlar pour vous démontrer, mais on achète, et juste que les gens sachent que c'est quelque chose qui est souple à l'achat. Moi, je les commande chez Canots Légaré. C'est là où j'ai trouvé les meilleurs rapports qualité-prix en termes d'achat en ligne, plus encore que Trailhead ou chez MEC. Chez MEC, je les trouve trop étroits. Chez ces Canots Légaré, ça arrive avec une bonne taille. Donc, ce que je fais, je sélectionne à peu près l'endroit où je veux l'installer. Encore une fois, je fais des tests, je regarde, je dis OK, il protège bien le nez du canot, qui est l'étrave ou les tambours, si vous voulez l'appeler à l'arrière. J'ai tendance à installer ici du papier journal avec du papier collant tout le tour pour faire la forme exacte de ma bande, avec peut-être un petit centimètre de chaque côté parce que je vais laisser la place pour la bande de Kevlar de prendre son expansion. Donc, j'installe tout le tour avec du papier journal et du papier à peinture, celui que vous collez très bien. Là. Je fais la forme. Et ce que j'ai trouvé qui fonctionne le mieux, pour moi, c'est de l'époxy 105-205 que j'achète à Chambéry, à Ottawa, ou que je fais venir en ligne. Je peux la commander en ligne. Ça, c'est le plus petit format. Ça peut venir aussi en gros, en gallons, pour ceux qui sont habitués comme moi avec les anciennes mesures.
Il y a du G-Flex qui fonctionne assez bien aussi, qui sont deux types. Dans quel cohorte tu allais? Trop cher. Puis, donc, le G-Flex ou le G5, c'est le même genre de choses. C'est de l'époxy, c'est deux types. Celui-là, comme vous pouvez voir, le 105, le rapport n'est pas le même. Donc, vous allez, en lisant bien les instructions, vous ajustez le durcisseur avec la résine. Quand c'est du G-Flex, c'est souvent du 1 pour 1, c'est plus facile. Vous le mélangez dans une assiette d'aluminium ou un plat plastique de margarine. Puis, prenez des gants en latex, soit des gants de vaisselle ou ceux que vous allez trouver à la pharmacie. Là, j'imagine sont en rupture de stock maintenant à cause de la COVID. Là. Mais ce genre de trucs-là pour vous protéger les mains. Vous faites votre mélange. Vous assurez que la température ambiante ne va pas descendre en bas de 15 degrés Celsius. Ou des fois, ça peut descendre plus bas, mais... Non, il faut rentrer les canaux dans la cave puis ils passent l'hiver, là. Ah ouais, vous les rentrez au sous-sol ou dans le garage, en tout cas pour une surface qui est chauffée. Remarquez, au temps de l'année où on est, là, à moins qu'on ait encore des gels, là, ça passe assez bien. Vous installez votre système, vous faites votre mélange. Regardez bien la proportion de durcisseur et de résine. Fois, ça vaut la peine de jouer un peu sur cette quantité-là. S'il fait un peu plus froid, vous mettez un peu plus de durcisseur pour qu'il prenne plus rapidement. Si vous avez la souplesse, vous pouvez toujours vous en tirer. Donc, avec un peu moins de durcisseur. J'essaie de le regarder comme ça. Je fais des petits mélanges au lieu d'en faire un gros qui prennent tout en pain. Donc, je fais ça dans une assiette d'aluminium ou un plat plus facile. J'ai mes gants, j'ai des petits. Soit je le fais directement avec les doigts, soit je prends une espèce de petit pinceau en mousse que je vais jeter par la suite. Et là, je l'installe sur la surface, je l'étends comme il faut. Ça s'imbibe complètement. Donc, je m'assure d'avoir la surface. Et ça fait tout le tour. Je fais comme il faut. Et je le laisse sécher. Je ne sais pas si vous les autres. Je te rajoute un petit truc là-dessus que je prends un Saran Wrap après avoir fait exactement ce que Stéphane vient de nous dire. Je prends un Saran Wrap que je déroule par-dessus, que je colle, puis j'en arrive à le lisser. Là, la chaleur commence à augmenter, la réaction commence à se faire. Puis je vous jure que le Saran Wrap fait une super job. Ça l'aide à pousser et à pénétrer la colle. Puis quand on enlève le Saran Wrap, notre protecteur d'étrave est moins texturé, il est plus lisse. Bon, là, si on veut être gogosseux, je pourrais vous dire que s'il est plus texturé, il va créer une résistance dans l'eau. Mais pour s'en apercevoir, il faut vraiment être bon. Je n'ai jamais vu la différence. Mais concrètement, c'est que ça fait plus mal quand tu t'accroches dessus. Et ça me permet de plus facilement d'enlever toutes les bulles. Et là, vous avez différents produits. Aujourd'hui, si vous en achetez, ça va venir avec le couteau à patate. En plus du couteau à patate, vous pouvez avoir 2 paires de ciseaux pour le même prix. Ça, Pierre, c'est quoi? Ça, c'est le cadeau qu'on m'a offert. C'est une bière. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Moi, je peux vous dire que toutes les personnes qui m'ont appelé pour me dire « Hey Pierre, tu me donnerais-tu un coup de main? » D'ailleurs, j'ai quelqu'un qui vient chez moi demain après-midi pour réparer son cadeau. Ben, j'ai toujours dit oui. J'ai toujours aidé les gens qui ont voulu avoir un coup de main parce qu'ils voulaient apprendre quelque chose pour le faire. Donc, l'offre a toujours été là, puis elle est encore, mais amenez votre matériel. C'est des coups de main comme ça. Je pense vous avez vu, il a frappé un homme de 60 ans. Ils l'ont manqué. En plus, il ne s'était pas lavé les mains avant, COVID-19. Pierre, tu donnes-tu des coups de main aussi pour les investissements sur les REER? On a une question ici. Oui, vas-y. Est-ce que tu donnes aussi des coups de main pour les investissements pour les REER? Ah, REER. Ben là, je change la caméra de bord. J'ai jamais acheté de REER de ma vie. Ah. Donc, je ne suis pas la bonne personne. Quoi? Stéphane, c'est où la... Ah. Stéphane, c'est où la place que tu as mentionnée pour l'achat de la colle? C'était pas Chandlery? On vous entend pas, là. Je pense, Stéphane, que ton micro est fermé. Écoutez, Simon s'est offert de faire la liste de toute la colle puis de tous les produits où on les trouve et les prix et d'envoyer ça sur le site
Donc, on peut remercier Simon de cette œuvre généreuse. Super facile, tu vas sur canotdesgarés.com, tout est là. Et voilà. Les garés ont vraiment tout, puis le shipping est vraiment efficace. Quoi? Le shipping est efficace. Ah, oui. Ben, peut-être pas ces temps-ci. Avec la COVID, là, tout est bloqué. Oh, quand même. Ah quand oui? même. On a commandé, j'ai commandé juste avec Eric. Ça avait pris quoi, 4-5 jours maximum? Oh, wow. Je sais que ça a été rapide. Je sais qu'on a parlé vite. On a fait un survol de beaucoup de choses. Fait que n'hésitez pas à poser des questions sur le même site. On va y répondre. Puis en plus, là, c'est qui a parlé? C'est moi, Stéphane et Simon. Mais je suis sûr que vous avez toutes vos expériences. Tout le monde aurait pu apporter quelque chose. En tout cas, je te remercie, Jean-François, d'avoir lancé cette initiative-là, de l'avoir enregistrée ensuite. Comme ça, d'autres qui n'ont pas participé pourront éventuellement l'écouter. Mais comme le dit Pierre, si vous avez d'autres questions ou des choses qui vous viennent à retardement, n'hésitez pas à les poser sur le site que a créé Jean-François. On va s'assurer d'en faire le suivi. Ou en tout cas, il va nous rappeler qu'il y a des questions qui sont là-dessus, puis on pourra y répondre. Ah, il me reste un canyon à vendre. Ah! Jamais. Ah oui, Canyon. Je vais pas prix de le donner à ma fille. Mais c'est pas mal le canot d'eau vive, hein? Ouais, le canyon en ce moment, là, je pense que c'est le canot le plus intéressant qu'on a sur le marché. Il y a l'Evergreen qui me donnait un bon résultat, mais je sais pas. On ne le voit plus. On le voit plus. Non. Merci beaucoup pour votre générosité aujourd'hui. Puis je pense que vous êtes prêts à être YouTuber, influenceur. Vous êtes assez techno, là. Merci beaucoup. Ben, merci, au revoir. Bye tout le monde. Merci. Salut, merci. Merci. Merci les amis, à bientôt. Quelle heure, là?